Il aura suffi de 8 minutes, pas une de plus. C'est le temps qu'il a fallu pour allumer la mèche d'une crise diplomatique d'une intensité jamais vue entre Paris et Madrid depuis l'ombre radioactive du Rainbow Warrior. 8 petites minutes qui ont mis à nu les failles béantes de l'Union européenne face à la question migratoire, la scindant comme jamais. Pedro Sánchez, le regard dur et le verbe tranchant, venait de conclure son sermon incendiaire contre la France. Il accusait Paris de dresser des murs là où l'Europe prônait des ponts, de trahir l'âme même de la solidarité continentale. Face à lui, Sébastien Lecornu, cible désignée, encaisse sans sourciller les envolées morales. Sánchez est persuadé d'avoir magistralement exposé l'hypocrisie française, tel un procureur devant les 27 réunis à Bruxelles. Mais voilà, le Premier ministre français se lève, calme, glacial, et prononce une phrase, une seule, suffisante pour figer l'air, éteindre les regards, couper le souffle à toute la délégation espagnole. Ce n'était plus un débat sur les flux migratoires, non. C'était l'instant précis où un jeune chef d'État de 39 ans enterrait devant l'Europe entière des décennies de morale ibérique dispensées à sens unique. Pour saisir l'ampleur du choc qui allait bousculer le théâtre politique européen, il faut revenir 1 mois et demi plus tôt, à une époque où l'Europe tremblait sous les assauts d'une vague migratoire hors norme. Les chiffres ne laissaient place à aucun doute. Depuis janvier 2025, plus de 3400 migrants avaient franchi clandestinement les frontières de l'Union. Une explosion de 67% par rapport à l'année précédente. L'Espagne, longue de ses 8000 km de côte et adossée à l'Afrique comme une passerelle naturelle, s'était retrouvée malgré elle en première ligne. Mais au-delà des données brutes, le véritable séisme se jouait dans les villes espagnoles. Dans les rues tendues de Madrid, Barcelone ou Valence, le malaise social se lisait sur chaque visage. Les enquêtes d'opinion dévoilaient une Espagne fracturée. 45% des citoyens continuaient de soutenir la politique humaniste de Pedro Sánchez, tandis qu'une majorité de 55% réclamait désormais des frontières plus fermées, des centres d'accueil plus stricts. Le climat rappelait étrangement celui de 2015, quand l'Europe avait vacillé sous une autre crise migratoire. Sauf qu'en 2025, c'est l'Espagne seule qui portait le fardeau, devenue à son corps défendant le vestibule désigné d'un continent trop occupé à détourner le regard. À Moncloa, derrière les murs capitonnés du pouvoir madrilène, l'air était devenu irrespirable. Pedro Sánchez, à peine reconduit au pouvoir en 2023, après un scrutin serré comme jamais, voyait son mandat chavirer au bord du naufrage. Les chiffres des sondages faisaient l'effet d'un électrocardiogramme plat. 78% des Espagnols convaincus que le gouvernement avait complètement perdu la main sur la crise migratoire. Sur les écrans de télévision, les images venues des Canaries ressemblaient à des scènes d'exode. Plus de 45 000 migrants entassés dans des centres conçus à la base pour 7 000. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, une vérité bien plus sombre rongeait les fondations du pays. Une vérité que l'État espagnol tentait tant bien que mal d'enfouir. Les services secrets madrilènes, eux, ne se faisaient plus d'illusions. Des réseaux mafieux d'une efficacité redoutable s'étaient infiltrés dans la brèche. Leur spécialité? L'exploitation humaine. Leur terrain de jeu? L'Espagne, devenue plaque tournante du trafic migratoire européen. Ces groupes criminels, venus majoritairement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, opéraient avec une technicité qui ferait pâlir n'importe quel cartel. Et en octobre 2025, Sánchez reçut un dossier confidentiel qui glaça tout Moncloa. Le rapport du CNI, Centre national des renseignements, une bombe à retardement déguisée en document administratif. On y découvrait que le trafic humain avait été rationalisé, structuré, industrialisé. Les passeurs utilisaient désormais des embarcations semi-rigides boostées à 250 chevaux, capables de franchir les 200 km entre le Maroc et les côtes espagnoles en moins de 6 heures, en embarquant jusqu'à 80 personnes à la fois. Mais le pire n'était pas en mer. Le réseau s'était enraciné sur le sol espagnol même. Almeria, Murcie, Alicante.
autant de bases arrières où les migrants étaient stockés temporairement avant d'être dispatchés ailleurs en Europe. Lors d'un briefing classé secret défense, le général José Emmanuel Santiago, chef du CNI, posa le diagnostic sans filtre. Monsieur le Président, ce que nous voyons là, c'est l'essor d'une industrie du trafic migratoire. Ces réseaux génèrent plus de 400 millions d'euros chaque année. Et ils corrompent tout sur leur passage, des ports aux douanes jusqu'à nos élus municipaux. La crise n'était plus seulement humanitaire, elle était systémique, gangrénée, infiltrée. Ce qui gangrenait silencieusement l'appareil d'État espagnol relevait du tabou absolu. Les réseaux liés au trafic migratoire avaient infiltré des rouages institutionnels au point que révéler l'ampleur des dégâts aurait déclenché une tempête politique incontrôlable. Comment reconnaître publiquement qu'un pays se pensait submergé alors qu'il servait aussi, malgré lui, de maillon dans une chaîne criminelle internationale? Mais le rapport du CNI contenait une bombe bien plus humiliante encore. Près de 7 migrants sur 10 arrivant en Espagne n'envisageaient même pas d'y rester. Pour eux, la péninsule n'était qu'une salle d'attente à ciel ouvert, une étape transitoire avant de viser la France, l'Allemagne ou les pays nordiques, perçus comme offrant de meilleures chances d'avenir et d'intégration. Ce constat réduisait en miettes le récit humanitaire porté par Sanchez. L'Espagne n'était plus une terre d'accueil, elle devenait un simple couloir de passage. Pire, un tamis continental. Les nouveaux arrivants profitaient du dispositif d'hébergement juste assez longtemps pour obtenir des documents temporaires, puis s'évaporaient, happés par l'objectif réel de leur voyage, rejoindre d'autres horizons européens. À la fin du compte, Madrid réglait la note pendant que d'autres détournaient le regard. Tous les frais d'accueil pour elle. Les bénéfices démographiques ou économiques pour personne. Lors d'une réunion de crise tendue, la vice-présidente María Jesús Montero lâcha presque à bout de souffle « Monsieur le Président, il nous faut une vraie solidarité européenne. Paris verrouille ses passages, Berlin restreint l'accès, Rome repousse les embarcations vers nos rivages. Nous ne pouvons plus porter seuls ce fardeau. » Et les finances confirmaient l'asphyxie. La facture migratoire avait flambé. 4,2 milliards d'euros engloutis en 2025, soit près de 0,3% de la richesse nationale. Dans plusieurs régions autonomes, la colère montait au point que certaines menaçaient de se désengager administrativement si Madrid ne trouvait pas d'issue rapide à cette double crise, humaine et budgétaire. Mais au cœur de cette tourmente, ce qui ulcérait le plus le gouvernement espagnol, c'était une règle européenne devenue piège. Le règlement de Dublin imposait que toute demande d'asile soit déposée dans le premier pays d'entrée. Sur le papier, l'Espagne devait donc gérer ses arrivées. Dans la réalité, nombre de migrants visaient surtout la France, l'Allemagne ou les pays du Nord, attirés par des perspectives d'accueil et d'intégration jugées plus favorables. Résultat, l'Espagne encaissait le choc, pendant que d'autres récoltaient les espoirs. Depuis l'automne 2025, c'était devenu une évidence. La France avait claqué la porte. Face à une opinion publique en ébullition et des protestations qui paralysaient ces villes, Le Cornu, sous pression maximale, dégaina une décision radicale. Verrouillage total des Pyrénées. Plus un seul migrant sans papier ne passerait. Pour José Luis Ábalos, ministre espagnol de l'Intérieur, la coupe était pleine. Les Français nous transforment en salle d'attente de l'Europe. Ils laissent les migrants débarquer chez nous, puis ferment leurs barrières en nous regardant nous débrouiller. C'est du pur égoïsme, rien d'autre. Ce blocage maquillé en mesures antiterroristes piétinait allègrement l'idéal de solidarité continentale. Et pour cause, la France profitait d'un rempart naturel, les Pyrénées au sud, les Alpes à l'est, pour repousser discrètement la pression migratoire vers le sud, tout en se drapant dans sa posture de modèle européen. Mais le plus cynique, c'était la mise en œuvre. Dès septembre, des contrôles systématiques avaient discrètement repris à Hendaye, Cerbère et Le Perthus. Officiellement pour protéger le territoire contre le terrorisme. Officieusement, pour refouler méthodiquement tout migrant irrégulier de retour vers l'Espagne. Et les chiffres étaient sans appel. Avant le lancement du programme Vigile, quelques 140 000 migrants venus par l'Espagne parvenaient chaque année à franchir la frontière vers la France. En 2025, moins de 8 000, une chute vertigineuse.
Plus de 130 000 personnes coincées de force en territoire espagnol. Ce repli français, d'autant plus choquant qu'est l'Hexagone, avec une économie plus solide et un taux de chômage plus faible que celui de Madrid, avait toutes les cartes pour accueillir davantage. Mais entre la panique sociale et les sondages en berne, le Cornu avait tranché. La solution la plus simple, c'était de transformer l'Espagne en pare-choc migratoire. Quand on met les chiffres sur la table, l'inégalité saute aux yeux. La France, avec ses 48 250 € de produit annuel brut par habitant, joue dans une autre catégorie que l'Espagne et ses 29 600 €. Autrement dit, Paris a bien plus de marge de manœuvre budgétaire pour accueillir des migrants que Madrid, étranglé dès la première facture. Et ce n'est pas tout. Le taux de chômage hexagonal plafonne à 7,2 %, là où celui de l'Espagne flirte avec les 12,1 %. En clair, l'Hexagone offre de bien meilleures chances d'intégration professionnelle à ceux qui cherchent à se reconstruire. Mais le clou du spectacle, ce sont les données sociales. Selon l'OCDE, 77 % des migrants établis en France depuis plus de 5 ans ont décroché un emploi stable, contre 40 % côté espagnol. Alors non, si Paris rechigne à en accueillir davantage, ce n'est pas par manque de moyens ou de capacité. C'est parce que, politiquement, ça coûte plus cher qu'un centre d'accueil. Le blocage, on l'aura compris, n'est pas économique. Il est électoral. Sur le terrain, les chiffres prenaient vie et l'écart entre la théorie économique et la réalité sociale devenait flagrant. En France, même si les quartiers périphériques sont loin d'être exempts de tensions, l'intégration des immigrés suit une trajectoire bien rodée, héritée d'une longue histoire migratoire. L'État y dispose d'une machine administrative huilée, d'un réseau éducatif structuré et d'un tissu associatif expérimenté, capable d'absorber les nouvelles vagues d'arrivants sans tout faire exploser. L'Espagne, elle, découvrait les joies de l'immigration de masse comme on découvre un incendie sans extincteur. Tard, brutalement et sans mode d'emploi. Aucun écosystème institutionnel solide pour amortir le choc. Résultat? Des moyens dérisoires et un impact immédiat sur l'attractivité du pays. À titre de comparaison, la France investit environ 340 € par habitant dans l'accueil et l'intégration. L'Espagne, à peine de quoi financer une brochure d'information. Pas étonnant que les migrants voient les territoires ibériques comme une salle d'attente, pas comme une destination finale. Mais c'est début novembre 2025 que la tension entre Madrid et Paris a explosé au grand jour. En l'espace d'une seule semaine, les autorités françaises avaient renvoyé 3400 migrants vers l'Espagne au nom du sacro-saint respect des accords de Schengen. Sauf que ce respect, dans les faits, ressemblait furieusement à une fermeture de frontières maquillée, renforcée par des contrôles policiers généralisés dans les gares et aéroports de l'Hexagone. Sanchez, furieux, lâcha une charge virulente en conférence de presse à Madrid. C'est une trahison de l'esprit européen. La France se replie sur elle-même et nous balance la patate chaude. C'est inacceptable. Madrid brandit alors la menace d'un recours devant la Commission européenne exigeant des sanctions contre Paris. Côté français, la riposte fut immédiate mais feutrée. Au sein de l'entourage de Le Cornu, on parlait d'un numéro ibérique bien rodé entre victimisation calculée et chantage diplomatique. Et dans une France déjà au bord de l'implosion sociale, il était hors de question de se voir imposer, depuis Bruxelles, de nouveaux quotas de migrants pour faire plaisir à Madrid. C'est sur fond de poudre et de regards hostiles que s'est ouvert le très attendu sommet européen des 15 et 16 novembre 2025 à Bruxelles. Officiellement, on parlait de migration et de solidarité continentale. Officieusement, tout le monde savait que c'était le ring choisi pour l'affrontement Paris-Madrid. Pedro Sanchez, lui, n'était pas venu les mains vides. Dans sa mallette, un dossier explosif, préparé avec une précision chirurgicale. Chaque violation présumée des règles de Schengen par la France y était soigneusement archivée. Les renvois illégaux, listés. Les coûts supportés unilatéralement par l'Espagne, chiffrés jusqu'au dernier euro. Le plan était limpide. Pousser Le Cornu dans ses retranchements, l'isoler diplomatiquement et l'obliger à céder sur la création d'un mécanisme européen obligatoire de répartition des migrants. Pour monter ce dossier à charge, Madrid n'avait pas lésiné. La crème des experts espagnols avait été réquisitionnée.
juriste de l'Université Complutense, économiste de Lee Business School, spécialiste en géopolitique du Real Instituto Elcano. Aux commandes, Thérèse Ribera, vice-présidente et ministre de la Transition écologique, devenue stratège en chef le temps de cette offensive diplomatique. Le mot d'ordre était clair: construire un acte d'accusation impossible à démonter. Et si la France pensait encore pouvoir minimiser son rôle, elle allait bientôt découvrir que l'Espagne ne comptait plus se taire. Le dossier qui atterrit sur le bureau présidentiel n'avait rien d'une note diplomatique anodine. Baptisé rapport Salaman, du nom de Miguel Salaman, ancien magistrat à la Cour européenne des droits de l'homme et chef d'orchestre de l'enquête, le document empilait 337 pages d'éléments à charge. Un véritable rouleau compresseur juridique. À l'intérieur, près d'une cinquantaine de cas détaillés de renvois jugés illégaux effectués par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025, en contradiction directe avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le texte ne se contentait pas d'émotion ou de morale. Il frappait aussi au portefeuille. Les experts économiques madrilènes y disséquaient le dumping migratoire attribué à Paris. Leur verdict chiffré. Ces pratiques coûtaient à l'Espagne environ 47 millions d'euros supplémentaires chaque année, entre hébergement, soins médicaux et gestion administrative. Rapporté à l'économie nationale, cela représentait 0,06% du PIB, soit de quoi faire fonctionner 3 universités publiques pendant un an. Lors du dernier briefing à Moncloa, Salaman résuma la situation d'un ton froid et assuré. « Monsieur le Président, notre base juridique est solide. Nous pouvons attaquer la France devant n'importe quelle instance européenne. Les infractions sont établies, preuves à l'appui. Cette fois, Paris ne pourra pas prétendre qu'il s'agit d'un malentendu. » Mais le cœur du dossier espagnol battait surtout dans sa charge la plus explosive: le double jeu moral de la France. L'équipe de Pedro Sánchez avait patiemment collecté toutes les envolées lyriques de Macron et le Cornu sur l'âme européenne et la solidarité entre nations pour mieux les confronter à la réalité froide et méthodique des renvois à la frontière. Et le contraste était dévastateur. Ce grand écart entre ce que la France prêchait et ce qu'elle pratiquait était devenu l'arme la plus redoutable de l'arsenal madrilène. Une dissonance soigneusement exploitée par une véritable machine de guerre médiatique pilotée par Iván Redondo, l'ex-spin doctor de Sánchez, passé maître dans l'art des batailles informationnelles. Sa mission? Reprogrammer l'opinion publique européenne. Transformer l'Espagne en victime héroïque face à une France égoïste, cynique et insensible. Il lança une offensive médiatique d'ampleur continentale. Reportages poignants sur les migrants recalés à la frontière, photochocs montrant les centres d'accueil des Canaries débordant de corps épuisés, et surtout, récits dramatiques de familles syriennes et afghanes piégées sur le sol espagnol, bloquées, sans avenir, à cause de la fermeture française. Une stratégie calibrée, émotionnelle, implacable. L'opinion publique n'allait pas tarder à pencher. L'idée était simple, mais redoutablement efficace. Faire de la souffrance des migrants un miroir moral tendu à la France. Humaniser la crise pour culpabiliser Paris. Dans sa suite feutrée de l'Hôtel Métropole, Pedro Sánchez exposait calmement sa stratégie à ses proches. Ces Français aiment prêcher la solidarité européenne. Jusqu'au moment où il faut ouvrir leurs portes. Là, tout à coup, les frontières deviennent sacrées. Il est temps de leur rappeler que l'Union ne s'est pas construite sur l'égoïsme des États, mais sur le partage des responsabilités. Une méthode bien rodée que l'Espagne avait déjà utilisée avec succès face à d'autres partenaires européens. Revêtir l'habit de la victime altruiste, sortir la carte des valeurs humaines et faire taire la critique en agitant le drapeau des droits fondamentaux. Dans une Europe souvent divisée, cette posture morale avait souvent fait mouche. Ce que Sánchez ignorait, c'est qu'en face, le Cornu ne comptait pas se laisser piéger. Pendant que Madrid peaufinait ses discours compassionnels, Matignon préparait une riposte chirurgicale. Depuis 3 semaines, une cellule de crise baptisée « Vérité ibérique » travaillait dans l'ombre, montée par Gérald Darmanin et animée par 2 pointures. François Gémen, expert des migrations à Sciences Po, et Christophe Bertossi de l'IFRI. Leur mission? Démonter, ligne par ligne, la mise en scène espagnole. Et ce qu'ils avaient produit était redoutable.
88 pages de répliques implacables, chiffrées, sourcées, argumentées. L'équipe française avait passé au crible chaque euro versé par Bruxelles à Madrid depuis 2015, recoupé les données, analysé les écarts, comparé les niveaux d'intégration. Et ce qu'ils découvrirent jeta une lumière crue sur la stratégie espagnole. Depuis 2020, plus de 3,4 milliards d'euros d'aides européennes avaient été alloués à l'Espagne pour la gestion des flux migratoires. Mais selon la Cour des comptes française, à peine 37% de ces fonds avaient réellement servi à aider les migrants. Le reste, détournés, utilisés pour des infrastructures locales, des projets bureaucratiques ou des dépenses totalement déconnectées de l'urgence humanitaire. Lors du briefing final à Matignon, Bertossi ne mâcha pas ses mots. Monsieur le Premier ministre, l'Espagne détourne méthodiquement l'argent de la solidarité européenne depuis des années. Elle encaisse, mais n'applique pas. Elle parle au nom des migrants sans vraiment s'en occuper. C'était ni plus ni moins une arnaque institutionnalisée. Et pour Madrid, la pilule était d'autant plus amère que les chiffres français mettaient à nu une réalité gênante. L'Espagne investit à peine dans ses structures d'accueil. Pendant que la France débloque chaque année des sommes conséquentes, plusieurs milliers d'euros par demandeur d'asile, pour financer hébergement et accompagnement social, l'Espagne, elle, fait dans le minimalisme budgétaire. Résultat, des centres saturés, des conditions d'accueil déplorables et des migrants qui n'ont qu'une idée en tête, fuir ailleurs. Mais le plus implacable, c'était la partie technique du dossier. L'équipe de Matignon avait mené une comparaison détaillée des politiques d'intégration. Le constat était sans appel. Aucun programme linguistique structuré en Espagne. Zéro dispositif d'accompagnement professionnel. Là où la France consacre 340 millions d'euros par an à l'apprentissage du français et à l'assertion, Madrid ne propose que le strict minimum, voire rien. Ce déficit chronique d'infrastructures et de soutien expliquait un phénomène inquiétant. 73% des migrants arrivant sur le sol espagnol cherchent aussitôt à partir. Vers la France, l'Allemagne ou les pays nordiques. En résumé, l'Espagne, incapable de proposer un vrai avenir, transforme ses migrants en nomades européens. Ce que le Cornu gardait sous la main, comme un dernier atout, c'était un rapport que même certains ministres n'avaient jamais vu. Une enquête classée top secret, pilotée en toute discrétion par la Direction générale des finances publiques et dirigée par un certain Baer. Son contenu, explosif. Le document révélait que l'Espagne, loin des lamentations officielles, maquillait habilement ses comptes. Officiellement, Madrid déclarait 4,2 milliards d'euros par an de dépenses migratoires. En réalité, c'était presque le double, 7,8 milliards. La raison de cet écart? Une omission volontaire de toute une série de postes coûteux. Justice, éducation, sécurité, santé. Tout ce qui alourdissait l'addition. Grâce à cette petite gymnastique comptable, l'Espagne se présentait à Bruxelles comme un martyr budgétaire. En coulisses, elle gonflait son statut de victime tout en minimisant ses responsabilités. Du grand art en matière de victimisation stratégique. Le 15 novembre 2025, à exactement 16h15, dans l'enceinte solennelle du Conseil européen, le rideau s'est levé sur le grand numéro de Pedro Sánchez. Costume sombre, parfaitement taillé, regard sombre et lèvres serrées, le chef du gouvernement espagnol incarnait à la perfection le profil du progressiste indigné. Dès les premiers mots, le ton était donné. « Mesdames, messieurs les dirigeants, je me tiens devant vous pour tirer la sonnette d'alarme sur une dérive qui menace le socle même de notre Europe. » Chaque phrase semblait calibrée pour les caméras et les chancelleries. Il alternait statistiques alarmantes sur la situation aux Canaries et appels enflammés aux grandes valeurs de l'Union. L'Espagne, clamait-il avec conviction, assumait seule ce que d'autres refusaient de porter. Puis, regardant l'Assemblée comme un professeur déçu face à une classe indifférente, il lâcha. « À l'heure où je vous parle, notre pays accueille 340 000 demandeurs d'asile. » Une déclaration livrée avec une émotion si bien dosée qu'elle semblait presque apprise par cœur. « Nos Canaries sont à bout de souffle », déclama Sánchez avec l'émotion calibrée d'un acteur en pleine scène. Des migrants par milliers fuyant la misère et les bombes s'y entassent. Les centres d'accueil débordent, les aides sociales explosent et la population espagnole craque.
Et pendant ce temps-là, que fait l'Europe? Elle détourne le regard et nous abandonne à notre sort. Cette mise en scène du martyr national était le pilier central de la stratégie du chef du gouvernement espagnol. Faire pleurer Bruxelles pour mieux faire pression. Mais il ne comptait pas s'arrêter à ce chantage émotionnel. Le vrai clou du spectacle? Un tir direct, bien ajusté, sur son voisin préféré. Il y a pire que l'indifférence des 27. Il y a le cynisme français, lança-t-il, les yeux plantés dans le camp de Lecornu. La France, grande donneuse de leçons, chantre autoproclamée des droits de l'homme, ferme ses frontières sans honte. Elle laisse les migrants débarquer chez nous et verrouille ses portes quand ils essaient de la rejoindre. Une pique taillée sur mesure pour faire réagir Paris. Mais Sanchez avait oublié une chose. Lecornu n'était pas venu les mains vides. Il enchaîna de plus en plus accusateur, de plus en plus théâtral. Monsieur Lecornu nous parle de sécurité nationale. Mais soyons clairs, ce qu'il défend, c'est la survie électorale de son gouvernement. Il sacrifie les valeurs européennes sur l'autel des sondages. Ironie mordante, surtout venant d'un dirigeant qui, lui aussi, vacillait dans les baromètres d'opinion espagnols. Mais Sanchez ne s'embarrassait pas de cohérence. Il poursuivit sa charge sans respirer. Ce que la France pratique, c'est du dumping migratoire pur et simple. Grâce à sa géographie avantageuse, elle délocalise la crise vers le sud. Ce n'est pas une politique migratoire, c'est une politique d'égoïsme stratégique. Et pour conclure, un grand final digne d'un discours de guerre. L'Europe est à la croisée des chemins. Ou bien elle choisit la solidarité, le partage équitable des responsabilités. Ou bien elle cède à l'égoïsme des nations qui n'accueillent que les discours, pas les réfugiés. L'Espagne exige que la France respecte ses engagements. L'histoire tranchera entre ceux qui auront choisi l'humanité et ceux qui auront préféré les courbes des sondages. Les applaudissements fusèrent, longs et appuyés, particulièrement dans les rangs des délégations du sud de l'Europe, celles qui, comme l'Espagne, se sentaient régulièrement sacrifiées sur l'autel de la solidarité à géométrie variable. L'enceinte semblait acquise à la cause madrilène. Une victoire de communication pour Sanchez? Presque. Car c'est à ce moment précis que Lecornu, imperturbable, demanda à intervenir. Tous les regards convergèrent vers lui. Le premier ministre français se leva avec cette solennité tranquille qu'on prête aux vieilles traditions républicaines, marcha sans précipitation jusqu'au pupitre, planta son regard dans celui de Sanchez et lâcha une phrase qui allait fracturer la salle comme un coup de tonnerre. « Monsieur le Président Sanchez, je vous remercie sincèrement. Votre intervention est l'illustration parfaite de ce qu'est devenu la rhétorique espagnole. Un cocktail toxique de plaintes victimaires et de fuite de responsabilité. » Le silence qui suivit fut glaçant. L'attaque était frontale, chirurgicale. Sanchez, visiblement pris de court, se redressa lentement, déstabilisé. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Il sortit calmement un dossier de sa serviette, l'ouvrit avec méthode et poursuivit d'un ton tranchant. « Vous parlez de solidarité? Très bien, parlons chiffres. En 2024, l'Espagne a investi 4,2 milliards d'euros pour les migrants. La France, 18 milliards. L'Allemagne, 25,3 milliards. Alors dites-moi, monsieur Sanchez, qui fait vraiment l'effort? » Un frisson parcourut l'assemblée. Les chiffres, froids et sans appel, venaient de faire s'écrouler le discours humaniste espagnol comme un château de cartes. L'idée était simple, mais redoutablement efficace. Faire de la souffrance des migrants un miroir moral tendu à la France. Humaniser la crise pour culpabiliser Paris. Dans sa suite feutrée de l'hôtel Métropole, Pedro Sanchez exposait calmement sa stratégie à ses proches. Ces Français aiment prêcher la solidarité européenne, jusqu'au moment où il faut ouvrir leurs portes. Là, tout à coup, les frontières deviennent sacrées. Il est temps de leur rappeler que l'Union ne s'est pas construite sur l'égoïsme des États, mais sur le partage des responsabilités. Une méthode bien rodée, que l'Espagne avait déjà utilisée avec succès face à d'autres partenaires européens. Revêtir l'habit de la victime altruiste, sortir la carte des valeurs humaines et faire taire la critique en agitant le drapeau des droits fondamentaux.
Dans une Europe souvent divisée, cette posture morale avait souvent fait mouche. Ce que Sánchez ignorait, c'est qu'en face, le cornu ne comptait pas se laisser piéger. Pendant que Madrid peaufinait ses discours compassionnels, Matignon préparait une riposte chirurgicale. Depuis 3 semaines, une cellule de crise baptisée « Vérité ibérique » travaillait dans l'ombre, montée par Gérald Darmanin et animée par 2 pointures. François Gémen, expert d'émigration à Sciences Po, et Christophe Bertossi, de l'IFRI. Leur mission ? Démonter, ligne par ligne, la mise en scène espagnole. Et ce qu'ils avaient produit était redoutable. 88 pages de répliques implacables, chiffrées, sourcées, argumentées. L'équipe française avait passé au crible chaque euro versé par Bruxelles à Madrid depuis 2015, recouper les données, analyser les écarts, comparer les niveaux d'intégration. Et ce qu'ils découvrirent jeta une lumière crue sur la stratégie espagnole. Depuis 2020, plus de 3,4 milliards d'euros d'aides européennes avaient été alloués à l'Espagne pour la gestion des flux migratoires. Mais, selon la Cour des comptes française, à peine 37% de ces fonds avaient réellement servi à aider les migrants. Le reste, détourné, utilisé pour des infrastructures locales, des projets bureaucratiques ou des dépenses totalement déconnectées de l'urgence humanitaire. Lors du briefing final à Matignon, Bertossi ne mâcha pas ses mots. Monsieur le Premier ministre, l'Espagne détourne méthodiquement l'argent de la solidarité européenne depuis des années. Elle encaisse, mais n'applique pas. Elle parle au nom des migrants, sans vraiment s'en occuper. Vous savez ce qui est fascinant? Lança le cornu le regard planté dans l'Assemblée. C'est que près des 3/4 des migrants posant le pied en Espagne n'ont qu'une idée. Fuir. Direction la France ou l'Allemagne. Il marqua une pause. Vous voulez vraiment qu'on discute de l'attractivité de votre modèle d'intégration? Mais c'est la phrase suivante qui fit basculer l'histoire. On ne peut pas, d'un côté, revendiquer fièrement une souveraineté nationale sur la politique migratoire et de l'autre, supplier l'Europe de réparer ses propres bévues. Ce temps où Bruxelles devait colmater les brèches de l'amateurisme ibérique est bel et bien terminé. L'explosion fut instantanée. Sánchez quitta la salle, le visage fermé, flanqué d'une partie de sa délégation. Dans l'hémicycle, l'assistance médusée n'osait respirer. Pour la première fois, un chef d'État européen venait d'accuser un autre pays membre d'incompétence pure et de chantage institutionnalisé. L'onde de choc fut immédiate et continentale. En Espagne, les plateaux télé s'embrasèrent. Titre à la une. Le cornu insulte l'Espagne. Humiliation française en direct. L'arrogance parisienne à son paroxysme. À Madrid, la diplomatie s'enflamma. L'ambassadeur français fut convoqué sans délai, sommé de s'expliquer. Mais ailleurs en Europe, l'écho fut tout autre. À Rome, Athènes, Lisbonne, certains responsables politiques y virent un électrochoc salutaire. Enfin, quelqu'un osait pointer du doigt ce que beaucoup pensaient tout bas. L'exploitation systématique du statut de victime du Sud. Du côté de Berlin ou La Haye, plus de retenue. Mais les regards trahissaient une forme d'assentiment discret. Dans les couloirs feutrés, un ministre allemand glissa à voix basse. Il fallait bien qu'un jour quelqu'un dise à l'Espagne que jouer les Calimero a ses limites. Ironie du sort, ce ne furent pas les critiques extérieures, mais bien quelques voix espagnoles elles-mêmes qui commencèrent à fissurer le récit officiel. Dans les cercles intellectuels madrilènes, on vit apparaître les premiers signes de doute. Certains économistes osèrent poser une question taboue. Et si la politique migratoire de l'Espagne était, au fond, un château de cartes? Et si, derrière le discours généreux, il n'y avait ni plan structuré, ni capacité d'intégration digne de ce nom? Mais le signal le plus parlant, c'est peut-être celui qui ne vint pas. La Commission européenne, si prompte d'habitude à dégainer ses communiqués pour voler au secours des pays du Sud contre la froideur du Nord, resta cette fois figée dans un silence glacial. Ursula von der Leyen, un communiqué insipide appelant vaguement à un dialogue apaisé. Traduction, elle ne voulait surtout pas se mouiller. Et ce mutisme en disait long. Pour la première fois, Bruxelles semblait reconnaître, en creux, que la critique française n'était pas sans fondement. Qu'un système où les plus laxistes en matière de gestion migratoire peuvent refiler la facture aux plus rigoureux
était peut-être arrivé en fin de cycle. 6 mois plus tard, l'écho de cette passe d'armes retentit toujours dans les chancelleries européennes. Entre Paris et Madrid, le thermomètre diplomatique avait clairement chuté. Fini les sourires protocolaires, place à la méfiance froide. Mais du côté français, l'image avait changé. Là où certains voyaient jadis un donneur de leçons, beaucoup saluaient désormais un pays qui avait eu le cran de mettre les pieds dans le plat. Fini l'humanitarisme hors sol, place au réalisme assumé. Et ce bouleversement allait bien au-delà du clash franco-espagnol. L'Union commençait à ouvrir les yeux. L'accueil inconditionnel avait atteint ses limites. Il ne s'agissait plus de slogans, mais de souveraineté, de sécurité et de viabilité. Pour la première fois, une remise à plat sérieuse de la politique migratoire européenne semblait non seulement possible, mais inévitable. C'est en mars que l'histoire a basculé. Ce mois-là, sous les dorures du Conseil européen, s'est joué un épisode inédit. Pour la première fois depuis la création de l'Union, les 27 ont signé un accord contraignant sur le contrôle des frontières extérieures, accompagné de pénalités financières pour les États laxistes. Oui, vous avez bien entendu. Fini les grandes envolées lyriques sur la solidarité humanitaire pour couvrir des défaillances en cascade. Le Cornu n'avait pas seulement déclenché une tempête diplomatique, il avait enclenché une refondation politique. Comme le résumait brillamment Jan Egle, directrice de l'Institut européen des migrations, grâce à l'effet Le Cornu, l'Europe a cessé de confondre compassion et laxisme. Une nouvelle ère s'ouvrait, où les bons sentiments ne suffisaient plus à masquer le vide des politiques publiques. Et Le Cornu, dans tout ça, il n'était plus simplement ce Premier ministre technocrate venu de Paris. Il incarnait désormais une figure pan-européenne, le visage d'une gouvernance migratoire fondée sur la fermeté et la transparence. Son discours du 15 novembre 2025, autrefois jugé frontal, est aujourd'hui enseigné comme un cas d'école dans les instituts d'administration publique à travers l'UE. Un modèle d'audace politique doublé de rigueur méthodologique. Et le couronnement ne tarda pas. Lors de la cérémonie du prix de la gouvernance européenne, en décembre, les éloges furent sans détour. Le jury salua. Une action courageuse, juste, profondément européenne, qui guidera demain les leaders d'un continent en quête de cohérence. L'histoire, avec son sens aigu de la symbolique, retiendra ce moment suspendu de novembre 2025 où, au beau milieu du temple bruxellois du Conseil européen, un homme seul, armé de chiffres implacables et d'un calme glacial, fit vaciller l'un des champions incontestés de la rhétorique victimaire. Ce jour-là, sans cri ni coup d'éclat, c'est la responsabilité qui mit l'idéologie à genoux, le réalisme qui balaya la démagogie. Depuis, Pedro Sánchez s'acharne à réécrire le scénario dans les colonnes madrilènes, tentant de repeindre sa débâcle en désaccord passager. Peine perdue. Le sommet de Bruxelles avait déjà gravé l'épisode dans le marbre. L'Espagne fut contrainte de signer un accord de surveillance frontalière couplé à une redistribution plus juste du fardeau migratoire. Un tournant. Quant à Le Cornu, il n'avait nul besoin de parade. Sa force résidait dans sa constance tranquille, cette autorité discrète mais redoutablement efficace. Car il avait compris ce que peu osent affronter en politique européenne. Au bout du compte, c'est celui qui a le courage de dire tout haut ce que d'autres taisent tout bas qui finit par imposer la réalité à la fiction. Et ce jour-là, c'est cette vérité nue qui triompha, et nue qui triompha, et nue qui triompha, et nue